Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour qu'on puisse lire ensemble la suite des comptes rendus du procès de Mazan. Aujourd'hui, il n'y avait ni Marion Dubreuil ni Juliette Campion pour pouvoir nous retranscrire ce qui se passait au procès. Par contre, il y a une certaine Valérie Manteau. Alors, je ne sais pas si elle avait déjà écrit des threads, si elle était journaliste ou quoi. J'ai pas trouvé d'infos, mais en fait, c'est Marion Dubreuil qui l'a retweeté. Et du coup, on la remercie parce qu'elle a pris le temps de nous écrire ce qui s'est passé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est le 5 décembre, vous ne verrez sûrement pas la vidéo ce jour-là. En tout cas, merci beaucoup Valérie Manteau. J'ai récupéré là du coup tout ce qu'elle a pu écrire. Je vous propose qu'on commence de suite. En l'absence de Marion Dubreuil et Juliette Campion, nos live tweeteuses en chef, je me lance à retranscrire les plaidoiries du jour au procès de Mazan. Franchement, c'est très très courageux de le faire parce que ça va être très très dur de suivre et écrire en même temps. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment les journalistes font pour faire ça. Car quoi qu'en pensent les rédactions, il me semble que les axes de défense font partie des éléments cruciaux de l'affaire. Ah, typique. On est donc au 57e jour du procès. Les accusés arrivent au compte-gouttes. On attend un surveillant pour désentraver les derniers arrivés dans le box. Aujourd'hui, on entend les avocates de 3 accusés, à commencer par Nicolas F., représenté par Maître Blas. Ou Blas Blas ou Blas, je ne sais pas. Bon, je vais dire Blas, je vais dire toutes les lettres, j'adore dire toutes les lettres dans un nom. Nicolas F. est un ancien journaliste et communicant poursuivi pour viol et détention de fichiers pédopornographiques. Maître Blas commence par dire que ces 3 mois de procès ont suscité pour elle questions et indignation. Elle rappelle que ce moment de parole pour la défense est libre, mais semé d'embûches à cause des critiques acerbes de la presse. Elle rappelle que la justice se rend dans le prétoire et qu'elle n'est plus aux mains du peuple. Elle plaide que son client n'a pas sa place en prison. Elle revient sur la notion de procès hors norme. Comment ne pas déplorer les insultes, les huées, les affiches en ville, les manifestations, les slogans haineux. Violeur, sécateur, lui rappelle le procès de Patrick Henry. Patrick Henry était défendu par Robert Badinter contre la vindicte populaire qui réclamait la peine de mort. Le changement sociétal interviendra peut-être après le procès, mais pas par des peines exemplaires. Elle s'interroge sur ce qu'on entend par culture du viol, qui est plutôt pour elle une culture de l'impunité, et elle dit qu'évidemment la justice française ne laisse pas le viol dans l'impunité. 7 minutes, c'est le temps de la réquisition faite par le parquet contre Nicolas F. pour demander 14 ans de réclusion. Maître Blas va donc tenter de rétablir l'individualisation de ce dossier qui doit être traité au cas par cas. Nicolas F. n'avait pas compris pourquoi il a été interpellé, il a dit en garde à vue: en général, les filles me reprochent plutôt de ne pas être assez entreprenant, bouleversé et effrayé par les accusations contre lui. Comment pouvait-il imaginer ce qui a été découvert par la suite? Qu'un mari respecté, respectable, père de 3 enfants, ait pu faire venir des hommes à son domicile et filmer pendant si longtemps tout en jouant un rôle auprès de ses proches. Le risque de ce dossier, c'est de se perdre dans la masse. Nicolas F. fait partie des 3 accusés qui sont venus au domicile des Pellicot pour une relation homosexuelle avec Dominique, pas pour avoir une relation avec une femme. Nicolas dit que Dominique Pellicot lui a assuré que son épouse serait chez eux, mais qu'elle dormirait puisqu'elle prenait des médicaments, qu'elle les prenait elle-même, bien sûr, sinon il ne serait jamais venu. Nicolas a été gêné de la présence de l'épouse, a demandé s'il pouvait se voir ailleurs, mais Pellicot a insisté, dit-il, il n'y a pas de trace de ces échanges. Il n'a reçu aucune instruction, aucune des instructions que Pellicot dit avoir données à tous. Il est venu parfumer. En arrivant, il a pratiqué une fellation sur Pellicot avant qu'il passe dans la chambre à la demande insistante de Pellicot. Il a pratiqué pénétration digitale sur le corps de Madame Pellicot, et Pellicot a admis que Nicolas F. n'avait pas été capable de faire grand-chose et qu'il semblait mal à l'aise. Nicolas F. admet qu'il a mis du temps à réagir, à comprendre que quelque chose n'allait pas. Il dit que Pellicot était directif et autoritaire. Maître Blas rappelle la notion de biais cognitif avancée par un expert. Nicolas F. a reconnu la matérialité des faits et a reconnu qu'il n'aurait jamais dû toucher Madame Pellicot. Il s'agit pour Maître Blas de comprendre comment la situation d'une première relation homosexuelle pour Nicolas a pu le mettre dans une situation de stress qui l'a empêché de réagir, mais reconnaître cela n'est absolument pas reconnaître l'intention de viol pour Maître Blas. 14 ans de rétention, c'est seulement 6 ans de moins que pour Pellicot lui-même, coupable de milliers de viols sur son épouse. Quel est le sens de ces réquisitions, se demande Maître Blas. Elle s'étonne qu'on ait passé beaucoup plus de temps à interroger son client sur la mise en examen supplétive, détention d'images pédopornographiques, on le rappelle, plutôt que sur l'accusation principale de viol. Elle revient sur les clés USB trouvées au domicile de Nicolas F., sur lesquelles on a reconstitué des images pédopornographiques, mais aussi des femmes soumises. Maître Blas dit prétendument soumises.
mais j'ai vu les images. Les images étaient effacées des supports, l'infraction de détention n'est pas caractérisée pour Maître Blas. Et en tout état de cause, le doute doit bénéficier à l'accusé. À propos des recherches internet effectuées par l'accusé, celles-ci ne sont pas répréhensibles. Aucune curiosité, aucun fantasme n'est répréhensible, dit-elle. Selon les experts, Nicolas F. ne présente aucune dangerosité. À aucun moment, Nicolas F. n'a eu conscience de participer à un viol. Un expert a conclu « Nicolas F. me paraît peu compatible avec les faits reprochés ». Nicolas se dit honteux et exprime de la compassion pour la victime. Alors, pourquoi le faire à nouveau incarcéré aujourd'hui? Quel sens serait cette peine s'interroge Maître Blas. Au milieu de cette masse, on a pu parler de lui. Maître Blas rappelle le parcours de son client, décrit comme jovial, jamais quelque chose de malsain. Elle rappelle les témoignages de ses proches qui sont venus à la barre. Nicolas F. a contenu sa colère à la barre, bien qu'il ait subi, à cause de son métier de journaliste, plus que d'autres. La vindicte était ciblée de huées. Il est en colère contre tous ceux qui lui ont tourné le dos, se rangeant du côté de la morale, quand bien même il serait reconnu coupable. Un homme n'est pas réductible à des faits. La vie de Nicolas a basculé, il a presque tout perdu. Gisèle semble réagir émue, peut-être indignée à ses propos. Il exerçait un métier passion, c'est bien fini. Il a épargné à ses parents l'épreuve de venir témoigner à la cour. Nicolas n'a pas attendu sa peine pour avoir honte. Il a toujours respecté son contrôle judiciaire. Est-ce qu'une peine sévère apaiserait la souffrance de la victime? Maître Blas répond non. Cela ne servirait qu'à satisfaire la vindicte populaire, dit-elle. Il faut juger dans la nuance, plaide-t-elle devant la cour avant de conclure. On enchaîne avec la plaidoirie de Maître Michel pour les intérêts de Florian R. Maître Michel est une toute jeune avocat qui dit qu'elle a choisi de rester sur la banquette arrière dans ce convoi de la défense. Je plaide pour un homme de 3 ans mon aîné, accusé d'avoir violé Madame Pellicot. Dans tout autre contexte, cette affaire aurait été jugée dans le calme. Florian R. excuse-nous d'être... Non mais ça va pas. Putain, il faudrait juger des affaires de viol dans un calme olympien. Non mais c'est bon, tranquille, non? Ça va, on vous dérange pas trop? Florian R. a été un fusible entre ce couple d'inconnus. Perle en passant, Maître Michel indique en préambule « Je parle du nez, mais ce n'est pas la cocaïne... Mais ce n'est pas la cocaïne, rassurez-vous. » Maître Michel s'interroge sur les biais qui ont pu affecter les experts eux-mêmes. Certains psys ont vu jusqu'à 25 accusés. Le visionnage des vidéos biaise-t-il notre regard? Les listes des dénonciations à l'extérieur? Il faut avoir conscience de ces facteurs d'influence pour les enrayer. Et en revenir à la présomption d'innocence, présomption rongée par les biais, la médiatisation, etc. Je plaide pour un homme qui peut-être qui peut encore ne pas être coupable. 9 minutes de réquisition, 13 années de réclusion requises. Qui est Florian R? J'aimerais qu'il ne soit pas juste un pion dans le jeu de Monsieur et Madame Pellicot. Gisèle secoue la tête, bien sûr. Gisèle est totalement dans le jeu, évidemment. C'est pas comme si c'était la victime. Maître Michel dit avoir rencontré le 19... J'ai dit que je m'énervais pas aujourd'hui, je m'énerve pas. Dit avoir rencontré le 19 août dernier un homme pudique, honnête, travailleur acharné. 34 ans, il a 3 filles de 9, 11 et 14 ans. Il essaye d'être leur père. Il ne l'a pas appris, il n'a pas eu de père. Il est seul, tellement seul. Florian R., un de ces hommes qui galèrent en silence. Pellicot, une de ses démarches de sa descente. En 2019, il perd sa femme, quitte l'appartement familial, remplit le vide par les jeux de hasard qui lui coûtent cher, par les joints, par le travail. Il dort dans sa voiture devant le travail, c'est tellement triste. Sa mère et son Mirador naufragent dans le Rhum, il devient inaccessible. Le 12 décembre 2019, soir des faits reprochés, aucun repère. Demandez-lui de n'avoir aucun travers, aucune idée suicidaire. Son geste ce soir-là, quand il se connecte sur Coco, confine au suicide, il n'a aucune éducation sexuelle, il a eu une vie de couple banale. 3 fois banal, putain, ça devait vraiment être banal. Il s'était déjà connecté sur Coco, mais sans rencontre concrète. Ce soir-là, il en a marre, il prend le risque. Il aurait pu croiser un couple qui lui proposait un joli libertin dans les règles de l'art, légal, respectueux, mais il ne tombe pas sur n'importe quel inconnu, il tombe sur Monsieur Pellicot. Il m'a demandé si j'étais intéressé par un plan avec sa femme. Il était célibataire, seul dans son appartement, il se dit « Je fonce vers l'inconnu, il a besoin de se sentir vivant. » Jusqu'ici, sa culpabilité ne pose pas de questions sur le plan pénal. Il a bu, beaucoup. Vous n'avez aucune trace d'échange entre Florian et Dominique Pellicot. Florian R. arrive à 2h26 du matin, il se gare sur le parking de l'école de Mazan, qu'il connaît bien car ses filles y sont scolarisées. À partir de là, tout va très vite, tout se passe en 10 minutes, il se laisse complètement téléguider. Pellicot lui dit de se déshabiller dans le salon, de se chauffer les mains, elle est prête, elle nous attend. Comment Monsieur R peut imaginer à ce moment-là quelle
en fait sédatée à son insu, comment l'imaginer alors qu'elle-même ne l'imagine pas? Les psys expliquent qu'il n'y a pas de frontière franche entre l'emprise et le libre arbitre. Euh, personne ne peut le doser, mais on doit l'entendre. L'homme est dupé, dit l'expert, il est suggestible, il est crédule. Il se trouve nu, en chaussettes, imbibé de whisky dans la chambre à 2h32, exactement 3 minutes après l'appel téléphonique sur le parking. Il est dans la chambre, Pellico n'a pas le même gabarit que Florian R, il se masturbe. Madame Pellico est cachée sous la couette. 5 minutes de pénétration d'une malaisance particulièrement éloquente. Il essaye de pousser la couette. Pellico remet la couette et puis en 13 secondes il se retire, s'essuie avec un mouchoir car il ne sait pas ce qu'il a fait avec son corps. Honnêtement, dit Maître Michel, et je la rejoins là-dessus, je ne comprends toujours pas la pertinence des questions répétées qui ont été posées à Florian R pour savoir s'il avait éjaculé ou non. L'élément du viol, c'est la pénétration, pas l'éjaculation. Passons. Il dit avoir eu dans sa voiture une sensation de refroid. Vous connaissez sa solitude, il rentre chez lui, il sait très bien que ce qui s'est passé n'est pas normal. Il reste enfermé chez lui les jours suivants à jouer aux jeux vidéo parce qu'il est pétrifié. Il n'a pas le courage, la trouille d'aller à la gendarmerie sans faire dans le pathos. Je dois dire que Florian R n'a jamais arrêté de pleurer à l'évocation des faits, même 5 ans après les faits, rappelle Maître Michel. Au final, elle n'a rien demandé, cette dame, dit-il. Il a présenté ses excuses à chacune de ses auditions et à la barre. Même si Madame Pellico ne peut pas l'entendre, il est désolé d'avoir infligé quelque chose contre son propre gré et contre son gré à elle. Maître Michel s'adresse à Madame Pellico en disant qu'elle doit exprimer ce que son client n'a pas les moyens d'exprimer. J'entends que la rage, l'amertume peut être assourdissante. Ne pas pardonner peut être moyen de reprendre le contrôle. Sachez que Florian R est prêt à vous présenter ses excuses sincères. Après cela, depuis 5 ans, il n'a jamais recouché avec une femme. Sa sexualité a été broyée. Mon propos ne vise pas à faire de lui une victime, mais vous faire comprendre la conscience qui est la sienne. Il comprend ce qui s'est passé, ça a eu un impact sur lui. La Cour doit déterminer s'il y avait intention de commettre un crime par violence, menace, contrainte ou surprise, car pas de crime sans intention. Le président a demandé à Florian R s'il avait recueilli le consentement, ce n'est pas les termes de la loi. En effet, Madame P n'a pas consenti à être pénétrée. Florian R a consenti à venir au domicile, mais a-t-il consenti à ce qu'elle soit endormie, sédatée? Non, il n'était pas au courant. Quand il a appris, il stoppe tout, il arrête, il part. Monsieur Pellico a non seulement consenti à tout, mais il a choisi. Non, ces hommes n'ont pas vécu tous la même chose, pas tous choisi la même chose. On ne peut pas plaquer un seul récit sur 50 histoires, c'est brutal. Je m'adresse aux avocats généraux. Que choisissez-vous de punir quand vous punissez Florian R? On ne peut pas donner les mêmes peines, peu ou pro à tous, c'est brutal. 1977, cour d'appel du Mans, juge un homme, André Pasquier, pour viol et tentative de viol sur 3 jeunes femmes. La foule clame, la prison n'est pas une solution, il prend 5 ans de réclusion. Certes, nous avons fait un bond dans le temps, je regrette que nous ayons aussi fait un bond dans l'échelle des peines, on a triplé la répression, ces réquisitions sont sauvages. Maître Michel répond à l'avocate générale qui réclame l'éducation des garçons, prévenons plutôt que la répression. Oui, bien sûr, on peut prévenir avant de réprimander, bien sûr. Elle cite Victor Hugo, c'est ce qu'on essaye de faire là, on essaie de prévenir. Elle cite Victor Hugo dans Claude Gueux, sous tête de l'homme du peuple, éduquez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper. Ah. Maître Michel conclut sur une promesse d'embauche qui a été faite à Florian R. Il a retrouvé ses filles, ses frères et sœurs, un certain équilibre. À part sur le plan de sa vie sexuelle qui ne nous regarde pas, je suis persuadé que vous n'êtes pas un broyeur dans lequel on injecte de la misère sociale. Écoute, impartialité, cette décision que vous allez prendre, elle acquittera Florian R. Il n'est pas coupable du viol au sens de la loi que vous allez appliquer. J'espère que par ces mots, vous avez rencontré celui que vous avez à juger, éternellement chargé de la douleur de Madame Pellico. C'est un homme qui s'en remet à la sagesse de ses juges. Audience suspendue jusqu'à 11h30. On reprend avec Maître Gros le mot pour les intérêts de Mathieu D. Elle dit avoir choisi de ne pas suivre les plaidoiries de ses confrères pour faire comme si Mathieu D comparaissait seul aux côtés de Monsieur Pellico, forme le vœu que chacun reste individualisé. Bien sûr, il y a les vidéos atroces. Femme devenue objet, la perversion, j'ose le dire, porte aujourd'hui un nom, Dominique Pellico. Les avocats de Gisèle Pellico, les avocats généraux, ont martelé. Reconnaissez-vous les viols? Réponse de Mathieu D. Oui, il reconnaît. Je pourrais retourner m'asseoir, mais défendre, ce n'est pas forcément mentir, salir. Je vais expliquer, contrairement à ce qui est écrit dans tous les
toutes les colonnes des journaux. Elle cite Balzac: « Si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. » Elle se tourne vers Madame Pellicot pour l'assurer qu'elle croit qu'elle dormait et qu'elle lui souhaite le meilleur pour la suite. Les assauts féministes, si peu visibles dans les procès moins médiatiques, vous soutiennent. Votre présence à la barre, votre courage a été noté dans toute la presse. Je crois que cela a été rendu possible car vous avez découvert ces actes sans les subir en pleine conscience. Elle liste ensuite une série de victimes d'actes de viol spectaculaires et terribles. Inceste, violence et barbarie. Je ne pense pas, dit-elle, que ces victimes manquent de courage. Journalistes, féministes, saluez le courage de toutes ces autres victimes. Le banc du public sont occupés par des dizaines de femmes, parmi elles sans doute des victimes. Aucune victime de viol subie en pleine conscience ne supporterait de visionner les vidéos des viols subis. Je crois que les images ne disent pas tout. Ce soir-là, Mathieu D a fumé 3 joints et pris de la MDMA. Derrière le clavier, il y a Dominique Pellicot. Mathieu D est complètement désinhibé par la MDMA. Mathieu s'est rendu chez les Pellicot parmi les derniers. Quelques jours après sa première interpellation, il est vraisemblable que Pellicot ne s'en souvienne pas. La police allait le confondre et il a offert sa femme encore 3 fois. Est-il déraisonnable de penser que M. Pellicot a pu tromper l'invité en lui faisant penser que l'épouse faisait semblant de dormir? Quand on a réussi à berner toute une famille pendant 50 ans, on a pu tromper des hommes en quête de triolisme. Pellicot a bien affirmé que Mathieu D que les images étaient destinées à être visionnées avec l'épouse. Mathieu D a été appâté par un scénario complètement faussé. Il n'a pas évoqué sa consommation de toxiques en garde à vue, car il a eu peur de se voir retirer la garde de sa fille. Pourtant, il a pris de la MDMA. Il a un sourire crétin sur les vidéos. Elle donne une attitude plus confiante, fait faire les choses sur un coup de tête. Mathieu avait acheté de la MDMA par hasard à un autre des co-accusés. Eh bien dis donc, mais c'est le monde est petit. Oh putain. Mathieu D n'a pas d'érection. Pellicot le fait sortir, change sa femme de position. Mathieu D, nu, sous extasie, exécute les instructions de Pellicot. Maître Gros le mot cite l'expérience de Milgram sur l'obéissance et Nietzsche. Pellicot orchestre ce soir une sinistre symphonie sexuelle. Mathieu D s'exécute et commet des faits de viol sur Madame Pellicot. La matérialité ne se conteste pas. Mathieu D devient la main, la bouche, le sexe de Pellicot. Il devient un violeur par destination, une marionnette. Pellicot congédie Mathieu D et celui-ci s'excuse même de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de Pellicot. En rentrant chez lui, il reprend le cours de son existence. Il redevient Mathieu D, celui qui n'a jamais commis d'infraction. Mathieu D n'a pas connu son père, il voulait protéger les femmes. Il a eu une sensibilité exacerbée qui rend étonnante son implication. Son ex-épouse, décédée en 2008 et leurs enfants dévastés, viennent habiter avec leur père. Son couple ne résistera pas. Sa compagne avait des demandes olé olé, d'échangisme, qu'il refusait. En sortant des détentions, il a pu retrouver un emploi jusqu'à la publication de son nom et sa photo sur Internet avec la mention violeur. Le droit à l'oubli n'existe pas sur Internet. Sa dangerosité est estimée comme faible par l'expert, pourtant, d'autres accusés plus dangereux ont eu des peines requises à peine plus élevées. Il a reconnu les faits quand il a su que Mme Pellicot n'avait pas consenti. L'intention fait la culpabilité et le délit, selon Aristote. Mathieu D a agi cette nuit-là sous les ordres de Pellicot. Qu'auriez-vous fait à sa place? Nul ne le sait. Jugez-le comme s'il était seul dans cette salle. Moins de 10 minutes de réquisition pour 10 ans dans les flots des 51 accusés. Vous le jugerez à l'aune de sa personnalité et du risque de réitération qui est nul. C'est pourtant vengeance qui est réclamée dehors. 10 ans pour être venu une fois, alors que Pellicot a 20 ans pour avoir fait violer sa femme des dizaines de fois. Vous rendrez justice à Monsieur D sans retirer justice à Madame Pellicot. C'est un homme que vous jugez, pas 50. Pour Madame Pellicot, le chemin sera long. Vous pouvez aussi ne pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur, qui va de 1 à 20 pour les années de réclusion. Maître Gros-Lemont s'arrête au pied de son client qui est en larmes derrière elle. L'audience est suspendue jusqu'à demain. Merci d'avoir suivi ce live tweet, merci pour vos retours. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Manteau pour cet investissement. Je ne sais pas si Juliette Compion ou Marion Dubreuil vont revenir demain, parce que demain on est vendredi. Je ne sais pas si elles vont revenir que pour un jour. En tout cas, je pense qu'elles seront là la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait des femmes qui reprennent le flambeau. Franchement, je trouve ça génial. Merci à elles, parce qu'on a pu avoir quand même 3 avocats de la défense, 3 plaidoiries d'avocats de la défense. Et ça, je trouve que c'est super important. Enfin, c'est intéressant aussi de voir comment ils arrivent à se dépatouiller pour essayer de les défendre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis du coup à demain.